Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture des Mémoires d'Outre-Tombe de François de Chateaubriand, qui est donc son autobiographie. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Je poursuis le livre premier, chapitre premier. En remontant la lignée des Chateaubriand, composée de 3 branches, les 2 premières étant faillies, la troisième, celle des sires de Beaufort, prolongée par un rameau, les Chateaubriand de la Guérande, s'appauvrit, effet inévitable de la loi du pays. Les aînés nobles emportaient les 2 tiers des biens, en vertu de la coutume de Bretagne. Les cadets divisaient entre eux tous un seul tiers de l'héritage paternel. La décomposition du chétif estoc de ceux-ci s'opérait avec d'autant plus de rapidité qu'ils se mariaient. Et comme la même distribution des 2 tiers au tiers, et comme la même distribution des 2 tiers au tiers existait aussi pour leurs enfants, ces cadets des cadets arrivaient promptement au partage d'un pigeon, d'un lapin, d'une canardière ou d'un chien de chasse, bien qu'ils fussent toujours chevaliers, hauts et puissants seigneurs, d'un colombier, d'une crapaudière et d'une garenne. On voit dans les anciennes familles nobles une quantité de cadets. On les suit pendant 2 ou 3 générations, puis ils disparaissent, redescendant peu à peu à la charrue ou absorbés par les classes ouvrières, sans qu'on sache ce qu'ils sont devenus. Le chef de nom et d'armes de ma famille était, vers le commencement du XVIIIe siècle, Alexis de Chateaubriand, seigneur de la Guérande, fils de Michel, lequel Michel avait un frère, Amaury. Michel était le fils de Christophe, maintenu dans son extraction des sires de Beaufort et des barons de Chateaubriand, par l'arrêt ci-dessus rappelé. Alexis de la Guérande était veuf. Ivrogne décidé. Il passait ses jours à boire, vivait dans le désordre avec ses servantes et mettait les plus beaux titres de sa maison à couvrir des pots de beurre. En même temps que ce chef de nom et d'armes, existait son cousin, François, fils d'Amaury, puis né de Michel. François, né le 19 février 1683, possédait les petites seigneuries des Touches et de la Villeneuve. Il avait épousé le 27 août 1713 Pétronie Claude Lamour, dame de Langéjus, dont il eut 4 fils. François-Henri, René, mon père, Pierre, seigneur du Plessis, et Joseph, seigneur du Parc. Mon grand-père, François, mourut le 28 mars 1729. Ma grand-mère, je l'ai connue dans mon enfance, avait encore un beau regard qui souriait dans l'ombre de ses belles années. Elle habitait, au décès de son mari, le manoir de la Villeneuve, dans les environs de Dinan. Toute la fortune de mon aïeul ne dépassait pas 5 000 livres de rente, dont l'aîné de ses fils emportait les 2 tiers, 3 332 livres. Restait 1 668 livres de rente pour les 3 cadets, sur laquelle somme l'aîné prélevait encore le préciput. Pour comble de malheur, ma grand-mère fut contrariée dans ses desseins par le caractère de ses fils. L'aîné, François-Henri, à qui le magnifique héritage de la seigneurie de la Villeneuve était dévolu, refusa de se marier et se fit prêtre. Mais au lieu de quêter les bénéfices que son nom lui aurait pu procurer et avec lesquels il aurait soutenu ses frères, il ne sollicita rien par fierté et par insouciance. Il s'ensevelit dans une cure de campagne et fut successivement recteur de Saint-Launeuc et de Merdrignac, dans le diocèse de Saint-Malo. Il avait la passion de la poésie. J'ai vu bon nombre de ses vers. Le caractère joyeux de cette espèce de noble Rabelais, le culte que ce prêtre chrétien avait voué aux muses dans un presbytère, excitait la curiosité. Il donnait tout ce qu'il avait et mourut, insolvable. Le 4e frère de mon père,
Joseph, se rendit à Paris et s'enferma dans une bibliothèque. On lui envoyait tous les ans les 416 livres, son lopin de cadet. Il passa inconnu au milieu des livres. Il s'occupait de recherches historiques. Pendant sa vie, qui fut courte, il écrivait chaque 1er de janvier à sa mère, seul signe d'existence qu'il ait jamais donné. Singulière destinée. Voilà, mes 2 oncles, l'un érudit et l'autre poète. Mon frère aîné faisait agréablement des vers. Une de mes sœurs, Madame de Farcy, avait un vrai talent pour la poésie. Une autre de mes sœurs, la comtesse Lucile, chanoinesse, pourrait être connue par quelques pages admirables. Moi, j'ai barbouillé, force papier. Mon frère a péri sur l'échafaud. Mes 2 sœurs ont quitté une vie de douleur après avoir langui dans les prisons. Mes 2 oncles ne laissèrent pas de quoi payer les 4 planches de leur cercueil. Les lettres ont causé mes joies et mes peines. Et je ne désespère pas, Dieu aidant, de mourir à l'hôpital. Ma grand-mère s'étant épuisée pour faire quelque chose de son fils aîné et de son fils cadet, ne pouvait plus rien pour les 2 autres. René, mon père, et Pierre, mon oncle. Cette famille qui avait semé l'or, selon sa devise, voyait de sa gentilhommière, les riches abbayes qu'elle avait fondées et qui entombaient ses aïeux. Elle avait présidé les États de Bretagne, comme possédant une des 9 baronnies. Elle avait signé au traité des souverains, servi de caution à Clisson, et elle n'aurait pas eu le crédit d'obtenir une sous-lieutenance pour l'héritier de son nom. Il restait à la pauvre noblesse bretonne une ressource, la marine royale. On essaya d'en profiter pour mon père. Mais il fallait d'abord se rendre à Brest, y vivre, payer les maîtres, acheter l'uniforme, les armes, les livres, les instruments de mathématiques. Comment subvenir à tous ces frais? Le brevet demandé au ministre de la Marine n'arriva point. Faute de protecteurs pour en solliciter l'expédition, la châtelaine de Villeneuve tomba malade de chagrin. Alors mon père donna la première marque du caractère décidé que je lui ai connu. Il avait environ 15 ans. S'étant aperçu des inquiétudes de sa mère, il approcha du lit où elle était couchée et lui dit « Je ne veux plus être un fardeau pour vous ». Sur ce, ma grand-mère se prit à pleurer. J'ai 20 fois entendu mon père raconter cette scène. « René, répondit-elle, que veux-tu faire ? Laboure ton champ. Il ne peut pas nourrir. Laissez-moi partir. Eh bien, dit la mère, va donc où Dieu veut que tu ailles. Elle embrassa l'enfant en sanglotant. Le soir même, mon père quitta la ferme maternelle, arriva à Dinan, où une de nos parentes lui donna une lettre de recommandation pour un habitant de Saint-Malo. L'aventurier orphelin fut embarqué, comme volontaire, sur une goélette armée qui mit à la voile quelques jours après. La petite république malouine soutenait alors sur la mer l'honneur du pavillon français. La Joëlette rejoignit la flotte sur le cardinal de Fleury, envoyé au secours de Stanislas, assiégé à Danzig par les Russes. Mon père mit pied à terre et se trouva au mémorable combat que 1500 Français, commandés par le brave breton de Bréant, comte de Plélo, livrèrent le 29 mai 1734 à 40 000 moscovites, commandés par Munich. De Bréant, diplomate, guerrier et poète, fut tué, et mon père, blessé 2 fois. Il revint en France et se rembarqua. Naufragé sur les côtes de l'Espagne, des voleurs l'attaquèrent et le dépouillèrent dans les Galices. Il prit passage à Bayonne sur un vaisseau et surgit encore au toit paternel. Son courage et son esprit d'ordre l'avaient fait connaître. Il passa aux îles, il s'enrichit dans la colonie et jeta les fondements de la nouvelle fortune de sa famille. Ma grand-mère confia à son fils René, son fils Pierre, monsieur de Chateaubriand du Plessis, dont le fils, Armand de Chateaubriand,
fut fusillé, par ordre de Bonaparte, le vendredi saint de l'année 1810. Ce fut un des derniers gentilshommes français morts pour la cause de la monarchie. Mon père se chargea du sort de son frère, quoiqu'il eût contracté, par l'habitude de souffrir, une rigueur de caractère qu'il conserva toute sa vie. Et ce n'est pas toujours vrai, le malheur a ses duretés comme ses tendresses. Monsieur de Chateaubriand était grand et sec, il avait le nez aquilin, les lèvres minces et pâles, les yeux enfoncés, petits et épais ou glauques, comme ceux des lions ou des anciens barbares. Je n'ai jamais vu un pareil regard. Quand la colère y montait, la prunelle étincelante semblait se détacher et venir vous frapper, comme une balle. Une seule passion dominait mon père, celle de son nom. Son état habituel était une tristesse profonde que l'âge augmenta, et un silence dont il ne sortait que par des emportements. Avare dans l'espoir de rendre à sa famille son premier éclat, hautain, aux États de Bretagne avec les gentilshommes, dur, avec ses vassaux à Combourg, taciturne, despotique et menaçant dans son intérieur. Ce qu'on sentait en le voyant était la crainte. S'il eût vécu jusqu'à la Révolution, et s'il eût été plus jeune, il aurait joué un rôle important, ou se serait fait massacrer dans son château. Il avait certainement du génie. Je ne doute pas qu'à la tête des administrations ou des armées, il n'eût été un homme extraordinaire. Ce fut en revenant d'Amérique qu'il songea à se marier. Né le 23 septembre 1718, il épousa à 35 ans, le 3 juillet 1753, Apolline Jeanne Suzanne de Bédé. Née le 7 avril 1726, et fille de Messire Ange Annibal, comte de Bédé, chevalier seigneur de la Bouétardais. Il s'établit avec elle à Saint-Malo, dont l'un et l'autre étaient nés à 7 ou 8 lieues, de sorte qu'ils apercevaient de leur demeure l'horizon sous lequel ils étaient venus au monde. Mon aïeul maternel, Marianne de Ravenel, de Boiteilleul, dame de Bédé, née à Rennes, le 16 octobre 1698, avait été élevée à Saint-Cyr, dans les dernières années de Madame de Maintenon. Son éducation s'était répandue sur ses filles. Ma mère, douée de beaucoup d'esprit et d'une imagination prodigieuse, avait été formée à la lecture de Fénelon, de Racine, de Madame de Sévigné, et nourrie des anecdotes de la cour de Louis XIV. Elle savait tout Cyrus par cœur. Apolline de Bédé, avec de grands traits, était noire, petite et laide. L'élégance de ses manières, l'allure vive de son humeur contrastaient avec la rigidité et le calme de mon père. Aimant la société autant qu'il aimait la solitude, aussi pétulante et animée qu'il était immobile et froid, elle n'avait pas un goût qui ne fût opposé à ceux de son mari. La contrariété qu'elle éprouva la rendit mélancolique. De légère et gaie qu'elle était, obligée de se taire quand elle eut voulu parler, elle s'en dédommageait par une espèce de tristesse bruyante, entrecoupée de soupirs, qui interrompait seule la tristesse muette de mon père. Pour la piété, ma mère était un ange. Chapitre 2. Naissance de mes frères et sœurs, je viens au monde. La Vallée aux Loups, le 31 décembre 1811. Ma mère accoucha à Saint-Malo d'un premier garçon, qui mourut au berceau, et qui fut nommé Geoffroy, comme presque tous les aînés de ma famille. Ce fils fut suivi d'un autre et de 2 filles qui ne vécurent que quelques mois. Ces 4 enfants périrent d'un épanchement de sang au cerveau. Enfin, ma mère mit au monde un 3e garçon qu'on appela Jean-Baptiste. C'est lui qui, dans la suite, devint le petit gendre de Monsieur de Malesherbes. Après Jean-Baptiste, naquirent 4 fils, Marianne, Bénigne, Julie et Lucile. Toutes 4 d'une rare beauté et dont les 2 aînés ont seuls survécu aux orages de la Révolution.
La beauté, frivolité sérieuse, reste quand toutes les autres sont passées. Je fus le dernier de ces 10 enfants. Il est probable que mes 4 sœurs durent leur existence au désir de mon père d'avoir son nom assuré par l'arrivée d'un second garçon. Je résistais. J'avais aversion pour la vie. Voici mon extrait de baptême. Extrait des registres de l'état civil de la commune de Saint-Malo pour l'année 1768. François-René de Chateaubriand, fils de René de Chateaubriand et de Pauline-Jeanne Suzanne de Bédé, son épouse, née le 4 septembre 1768, baptisé le jour suivant par nous, Pierre-Henri Nouaille, grand vicaire de l'évêque de Saint-Malo. A été parrain Jean-Baptiste de Chateaubriand, son frère, et marraine Françoise Gertrude de Contade, qui signe, et le père. Ainsi signé au registre, Contade de Plouer, Jean-Baptiste de Chateaubriand, Brignon de Chateaubriand et Nouaille, vicaire général. On voit que je m'étais trompée dans mes ouvrages. Je me fais naître le 4 octobre et non le 4 septembre. Mes prénoms sont François-René et non pas François-Auguste. La maison qu'habitaient alors mes parents est située dans une rue sombre et étroite de Saint-Malo, appelée la rue des Juifs. Cette maison est aujourd'hui transformée en auberge. La chambre où ma mère accoucha domine une partie déserte des murs de la ville et à travers les fenêtres de cette chambre on aperçoit une mer qui s'étend à perte de vue en se brisant sur des écueils. J'eus pour parrain, comme on le voit dans mon extrait de baptême, mon frère, et pour marraine, la comtesse de Plouer, fille du maréchal de Contade. J'étais presque mort quand je vins au jour. Le mugissement des vagues, soulevé par une bourrasque annonçant l'équinoxe d'automne, empêchait d'entendre mes cris. On m'a souvent conté ces détails. Leur tristesse ne s'est jamais effacée de ma mémoire. Il n'y a pas de jour où, rêvant à ce que j'ai été, je ne revois en pensée le rocher sur lequel je suis née. La chambre où ma mère m'infligea la vie, la tempête dont le bruit berça mon premier sommeil, le frère infortuné qui me donna un nom, que j'ai presque toujours traîné dans le malheur. Le ciel sembla réunir ces diverses circonstances pour placer dans mon berceau une image de mes destinées. Chapitre 3. Plancouet veut Combourg, plan de mon père pour mon éducation, la Villeneuve, Lucile, Mesdemoiselles Coupard, mauvais écolier que je suis. En sortant du sein de ma mère, je subis mon premier exil. On me relégua à Plancouet. Joli village situé entre Dinan, Saint-Malo et Lamballe. L'unique frère de ma mère, le comte de Bédé, avait bâti près de ce village le château de Montchoix. Les biens de mon aïeul maternel s'étendaient dans les environs jusqu'au bourg de Corseul. Les curiosolites des commentaires de César. Ma grand-mère, veuve depuis longtemps, habitait avec sa sœur. Mademoiselle de Boitilleul, un mot séparé de Plancouet par un pont, et qu'on appelait l'abbaye de Causes, d'une abbaye des Bénédictins, consacrée à Notre-Dame de Nazareth. Ma nourrice se trouva stérile. Notre pauvre chrétienne me prit à son sein. Elle me voua à la patronne du hameau, Notre-Dame de Nazareth, et lui promit que je porterais en son honneur le bleu et le blanc, jusqu'à l'âge de 7 ans. Je n'avais vécu que quelques heures, et la pesanteur du temps avait déjà marqué sur mon front. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt.